définitive de une ou plusieurs articulations. Alors, je vais juste pousser la fenêtre parce qu'elle me gêne. D'une ou plusieurs articulations. L'objectif étant l'indolence. Vous verrez que ce n'est pas toujours évident d'avoir zéro douleur. Et cette indolence, elle va se faire toujours finalement avec ces arthrodèses au prix des mobilités. Alors, c'est soit une perte des mobilités totale pour les arthrodèses totales, soit une perte partielle, on les verra, pour les arthrodèses partielles. Alors, justement, l'arthrodèse partielle, donc, c'est la fusion de certaines articulations radiocarpiennes ou médiocarpiennes en fonction donc, de l'atteinte arthrosique. Donc, il en existe de nombreuses arthrodèses. Donc, tout d'abord, il y a les arthrodèses qui vont concerner l'articulation radiocarpienne. À ce niveau, il y en a deux possibles, l'arthrodèse radioscapho-lunaire et l'arthrodèse radiolunaire, dont on verra plus tard les indications. Au niveau carpien, on peut avoir l'arthrodèse triquetrolunaire, là aussi qui a des indications spécifiques. Sur le médiocarpe, on peut avoir l'arthrodèse capitolunaire, l'arthrodèse lunocapitale, qui est aussi appelée arthrodèse trois coins, l'arthrodèse des quatre os internes, et enfin l'arthrodèse scaphocapitale. Donc vous voyez de nombreuses arthrodèses médiocarpiennes qui vont toutes avoir des indications un peu spécifiques. Alors pourquoi une arthrodèse partielle? Déjà parce que l'arthrose ne touche pas toujours tous les compartiments, c'est-à-dire ça ne touche pas toujours tous les compartiments radiocarpiens, ni tous les compartiments médiocarpiens. Et c'est intéressant de préserver une partie des articulations, puisque on sait que la flexion du poignet est majoritairement liée à l'articulation radiocarpienne et que l'extension est majoritairement liée à l'articulation médiocarpienne. Donc, ça peut avoir un intérêt de pouvoir en garder une partie et donc de garder des mobilités qui peuvent être du coup des mobilités fonctionnelles. Alors, dans les arthrodèses radiocarpiennes, on a l'arthrodèse radioscapho-lunaire, qui est une arthrodèse qu'on a pas mal finalement étudiée dans notre service avec le début de la main de Marie Martel et puis la thèse de Marie Narbucalo. Alors, personnellement, pour ma part, en tout cas, c'est une arthrodèse que je connais surtout dans le cadre post-traumatique. Elle peut aussi avoir une indication, on va le voir, dans un contexte d'arthrite. Alors, l'indispensable, c'est que l'articulation médiocarpienne soit saine. Et donc, il faut faire un arthroscanner pour s'en assurer, puisqu'effectivement, les mobilités passeront désormais, après cette chirurgie, par l'articulation médiocarpienne. Dans un contexte traumatique, donc quand on fait une arthrodèse radioscapho-lunaire dans un contexte traumatique, il faut donc penser toujours à réséquer le pôle distal du scaphoïde, comme on peut voir sur cette radiographie. On va voir que cette résection, eh bien, elle peut améliorer un certain nombre de choses, un certain nombre de fonctions en post-opératoire. Alors, on peut faire cette arthrodèse avec beaucoup de matériel possible. Donc, moi, personnellement, je l'ai beaucoup fait avec les plaques. Alors, j'en suis un peu revenue parce qu'effectivement, la plaque postérieure, elle est quand même très encombrante. Comme toute plaque, ben, finalement, il y a très peu de compression, et notamment sur la partie radioscaphoïdienne. Et donc, j'ai trouvé quand même pas mal de pseudarthrose sur la partie radioscaphoïdienne, probablement par manque de compression. On peut les faire aussi à vis à compression, donc je pense que c'est certainement plus intéressant parce que déjà le matériel est enfoui, donc c'est peu gênant. Il y a une compression, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'encombrement postérieur. Ensuite, on peut également le faire par broche. Alors là, la compression, elle est minime, mais dans les études qui ont été décrites, notamment par Garcia Elias, ils n'avaient pas retrouvé de pseudarthrodèse, notamment sur la partie radioscaphoïdienne. Alors, ces arthrodèses radioscapholinaires, elles vont quand même, dans les études, engendrer pas mal de pseudarthrose, quand même, de pseudarthrodèses. Des pseudarthrodèses qui peuvent aller de 0% pour certaines études jusqu'à 29% quand même, donc près d'un patient sur 3. Et c'est quasiment toujours l'articulation radioscaphoïdienne qui est particulièrement difficile à faire consolider. Donc, l'objectif de l'arthrodèse radioscapholinaire, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est-à-dire c'est un poignet fonctionnel. On ne pourra pas aller au-delà de ces mobilités-là, donc c'est-à-dire une flexion assez minime, 5 degrés, une extension de 30 degrés et puis une dizaine de degrés dans les inclinaisons.
c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir des mobilités importantes. On sait que les arthrodèses vont faire quand même considérablement baisser les mobilités, mais l'objectif, c'est vraiment la fonction. La résection du pôle distal du scaphoïde dans les études, mais ce n'est pas encore complètement prouvé parce que ça manque beaucoup de recul, il y aurait une augmentation des mobilités à la résection du pôle distal du scaphoïde, donc il ne faut pas hésiter à retirer jusqu'au tiers distal du scaphoïde. Et ça pourrait même permettre une meilleure consolidation radio-scaphoïdienne. Donc l'arthrodèse radio-scapholinaire, en tout cas dans sa partie traumatique, qui est celle que je connais le mieux, ça serait plutôt, si je devais en faire une, ça serait plutôt du matériel à minima, c'est-à-dire des broches, mais plutôt des vis à compression, toujours avec une greffe osseuse, et ça c'est, je pense, hyper important, surtout sur la partie radio-scaphoïdienne. Et bien sûr, la résection hyper importante du tiers distal du scaphoïde. Donc ça, c'est vraiment pour la partie traumatique. Le docteur Marine Arboucalo a également fait une thèse sur l'arthrodèse radio-scapholinaire qu'elle a pu comparer à l'autre arthrodèse radiocarpienne qui était l'arthrodèse radio-lunaire. Donc cette fois, c'est dans les poignées arthritiques, rhumatismales, où on avait donc vraiment, on pouvait avoir des atteintes isolées de l'articulation radio-lunaire. Donc quand on a une atteinte isolée de l'articulation radio-lunaire, effectivement, on peut faire une arthrodèse isolée qui peut se faire par agrafe ou par vis enfouie. Et l'objectif est toujours le même, c'est l'indolence et les mobilités fonctionnelles. Alors, dans sa thèse sur ces arthrodèses, elle avait pu comparer les arthrodèses partielles radiolunaires avec les arthrodèses partielles radioscapholinaires, donc dans une catégorie de population qui est bien particulière, qui n'est pas post-traumatique, qui est arthritique, avec un recul de minimum 12 mois. Donc là, c'était pour vous parler rapidement de la voie postérieure, qui est la voie classique des arthrodèses. Quelle que soit finalement l'arthrodèse, la majorité se réalise à ciel ouvert par voie postérieure avec une résection du nerf interosseux postérieur. Donc dans ces poignées arthritiques, très souvent, il y a également une résection distale de l'ulna et les résections partielles, radioscapholinaires ou radiolunariennes en fonction de l'atteinte, isolée ou non, de la partie lunarienne. Donc, du coup, les gestes associés, c'était souvent la résection donc, de l'ulna distale. Donc, du coup, dans le service, pour les poignées arthritiques, de manière vraiment majoritaire, on va réaliser des arthrodèses radiolunaires, arthrodèses qui se réalisent majoritairement donc, par agrafe. On réalise assez peu, finalement, d'arthrodèses radioscapholinaires dans ce contexte-là. Personnellement, je n'en ai jamais réalisé. Et on voit quand même dans la courbe que globalement, au fur et à mesure des années, on a de toute façon une baisse des indications sur ces arthrodèses avec l'arrivée sur le marché des médicaments, des biothérapies. Donc, elle avait deux séries, avec un nombre de patients qui était quand même assez différent, puisque pour les arthrodèses radiolunaires, il y avait 101 patients, arthrodèses radioscapholinaires, il y en avait 26, mais néanmoins, il n'y avait pas de différence significative entre ces deux séries de patients. Le suivi était quand même intéressant, puisqu'il était quand même de 134 mois. Alors, il n'y avait aucune différence significative sur les âges, tout le suivi, tous les traitements de fond. Pardon, je repars en arrière en fait. Majoritairement des femmes d'environ 50 ans, avec à peu près une dizaine d'années d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. La majorité était en activité professionnelle. Alors là aussi, en termes de résultats cliniques, finalement, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, c'est-à-dire entre l'arthrodèse radiolunaire et l'arthrodèse radioscapholinaire. On avait globalement une baisse des mobilités on avait globalement une diminution de la douleur en post-opératoire, une baisse significative. Des diminutions forcément des mobilités, c'est attendu dans les arthrodèses, flexion, extension, des diminutions également dans les inclinaisons. Alors on avait une augmentation en pronosupination, mais parce qu'il y avait aussi un geste associé qui était la résection de l'ulna distale. La majorité des patients ont pu reprendre leur travail et ça c'est toujours très intéressant, c'est ce qu'on disait au début, le but c'est de redonner la fonction et les arthrodèses redonnent très souvent de la force. Alors, le délai de consolidation de ces arthrodèses, le délai de consolidation, c'est à peu près 15 semaines. Donc, on voit que la majorité des pseudarthrodes touchent le groupe des arthrodèses radioscapholinaires pour vraiment les mêmes raisons que je vous ai expliqué. L'articulation radioscapholidienne est vraiment une articulation difficile à arthrodéser.
Donc, on voit la diminution entre le pré-op et le post-op, qui est quand même un des deux objectifs des chirurgies d'arthrodèse partielle. La diminution des mobilités. Et puis, la reprise possible des activités professionnelles, les mêmes activités professionnelles que préopératoires. Alors, les arthrodèses radioscapholinaires dans le cadre d'un poignet arthritique sont intéressantes. En fait, en péropératoire, on peut décider en fonction de comment est l'interligne radioscapholidien, si oui ou non on fait une arthrodèse radiolunaire isolée ou une arthrodèse radioscapholinaire. Il n'y a pas de différence significative clinique et radiographique entre les deux arthrodèses, si ce n'est qu'il est plus difficile de bien faire fusionner l'arthrodèse radioscapholinaire sur le versant scapholidien. Donc ça, c'est les deux arthrodèses du radiocarpe qui vont donc laisser les mobilités passer dans l'articulation médiocarpienne. On a aussi la possibilité de réaliser des arthrodèses partielles du médiocarpe. Alors, il y a l'arthrodèse capitolunaire, qui est la technique qu'on réalise finalement le plus dans le service. Cette arthrodèse, en fait, elle a son indication dans les slack wrists ou les snack wrists, c'est-à-dire les poignets traumatiques qui vont évoluer vers une arthrose progressive, d'abord styloscaphoïdienne, radioscaphoïdienne, médiocarpienne, et puis finalement, le dernier versant, l'arthrose radiolunaire. Alors, l'arthrodèse capitolunaire va avoir des indications plutôt à partir du stade 2 et 3 des SNAC et des SNAC. Elle se fait toujours sur une articulation radiolunaire saine, puisqu'effectivement, quand on vient faire fusionner le semi-lunaire avec le capitate, on vient faire également une scaphoïdectomie, puisque l'arthrose a envahi le compartiment externe. Et restera les mobilités que dans l'articulation radiolunaire, et donc il faut que celle-ci soit complètement indemne d'arthrose. Alors, cette arthrodèse, elle se réalise plutôt en fonction de la classification de Viegas. Alors, la classification de Viegas, c'est quand le semi-lunaire possède soit une surface articulaire pour le capitate, soit deux surfaces articulaires, une pour le capitate, une pour l'abatome. Et donc, dans ce cas-là, elle se réalise, cette arthrodèse, plutôt dans les Viegas 1, c'est-à-dire à une seule surface articulaire pour le capitate. Donc, la technique, c'est par vis enfoui. Alors, pendant longtemps, j'ai fait proximo-distal, mais maintenant, je fais disto-proximal, donc on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. À ciel ouvert, mais depuis peu, on peut aussi les faire sous arthro. La scaphoïdectomie, elle est systématique. Quand c'est à ciel ouvert, elle est postérieure. Quand c'est sous arthro, elle est palmaire. Et ce qui est important, c'est que la greffe osseuse, elle doit être systématiquement associée, là aussi, pour favoriser la fusion osseuse. Alors, les résultats de ces arthrodèses, c'est un peu les mêmes finalement que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on constate bien sûr une perte des mobilités en flexion-extension. On constate même une diminution, pour ma série en tout cas, on constatait même une diminution de force parce que c'était tout le temps des travailleurs manuels très lourds. On a des patients qui sont globalement quand même satisfaits. Quand on fait les scores fonctionnels, il faut quand même bien expliquer la perte de mobilité parce que c'est vrai que ce n'est jamais l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne regagne jamais des mobilités. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux gens. Donc ça, c'est l'arthrodèse capitolunaire. Et on a aussi une autre arthrodèse qui est l'arthrodèse luno-capito-amat, qui est donc ce qu'on appelle l'arthrodèse 3 coins, qui vient donc essayer de faire fusionner le semi-lunaire, le capitate et l'amatome dans les Viegas 2. Donc, c'est les mêmes indications, SNAC 2-3, SNAC 2-3, plutôt dans les Viegas 2, effectivement, où le semi-lunaire a deux surfaces articulaires, plutôt à vis enfouie. Alors, pareil, ça peut se faire dans un sens. Les vis, là, vous les voyez en proximo-distal. Je pense qu'on doit pouvoir également les faire en disto-proximal pour préserver au maximum la surface articulaire du semi-lunaire. Scaphoïdectomie, ciel ouvert ou sous arthro, c'est la même chose. L'arthrodèse la plus connue, je dirais, en France, parce que c'est celle qui, je pense, se fait dans beaucoup de centres, c'est l'arthrodèse des 4 joues internes. Donc, elle a la même indication. Donc, vous voyez que c'est 3 arthrodèses qu'on vient de faire du médiocarpe ont les mêmes indications, SLAC 2-3, SNAC 2-3.
Il y a éventuellement la classification de Villegas qui pourrait départager capitolinaire et trois coins. Celle-ci, on peut la faire soit Villegas 1, soit Villegas 2, ça n'a pas d'impact. Elle se fait par plaque enfouie postérieure, toujours associée à une greffe, toujours avec la scaphoïdectomie, bien sûr, à ciel ouvert, bien sûr. Alors, elle a aussi, bien sûr, des complications avec le conflit du matériel qui est posé en arrière, et puis les pseudarthrodèses, puisque là aussi, on essaye de faire fusionner 4 os et non 2 ou 3, et donc plus on essaye de faire fusionner des os, plus on a des soucis de consolidation. Donc là, vous voyez un petit peu les résultats sur ces arthrodèses, 4 os, avec des complications qui vont de 10 à 14% à peu près. On a une diminution des mobilités par rapport au côté opposé, toujours, et une diminution globalement de la force. Donc là, vous voyez que l'indolence, là, par exemple, pour cette étude de Baréal, on avait l'indolence, et puis quand même 10% de complications qui représentent surtout les pseudarthrodèses. Donc, laquelle choisir entre finalement l'arthrodèse capitolunaire et puis l'arthrodèse des quatre os? Alors, elles ont toutes, in fine, les mêmes résultats cliniques dans les séries. On va pour toutes les deux constater une baisse des mobilités d'environ 15 à 20 degrés des mobilités dont il faut prévenir les patients. On a une force qui va globalement diminuer, mais qui n'est pas forcément très ressentie par les patients, puisque comme la douleur diminue beaucoup, souvent ça s'équilibre. Et une indolence qui n'est pas parfaitement à zéro quand même. La 4 coins est une arthrodèse qui est un petit peu plus difficile sur le plan technique, puisqu'on cherche à faire fusionner pas mal d'os, 4 os. Elle peut être quand même intéressante chez des patients présentant des disites très importants, très difficilement réductibles. Elle peut permettre donc d'arriver à faire une ostéosynthèse plus satisfaisante. L'arthrodèse 3 coins, c'est vraiment la classification de Villegas 2. Et puis, la capitolunaire, c'est la technique du service qui est plutôt sur les Villegas 1. Toujours dans ces arthrodèses du médiocarpe, on a l'arthrodèse scapho-capitate qui pourrait avoir une indication dans les instabilités scapholinaires dissociatives, donc dans les SLAC de stade 1. Donc, on fait la lunarectomie associée, on n'est pas forcément obligé de la faire. Et puis, on va venir essayer de faire consolider. Alors, il faut réduire le scaphoïde et essayer de faire consolider le scaphoïde avec le capitate. Alors, c'était une thèse de Fabien Delétang, qui était un interne nancéen. Alors, dans cette thèse, il y avait beaucoup de pseudarthrodèses, aussi, 11% quand même. Et puis, il y avait une évolution qui n'était pas très rassurante, puisqu'effectivement, un patient sur 3 avait une évolution arthrosique stylo-scaphoïdienne à 5 ans. Et il y avait même des conflits stylo-scaphoïdiens pour 24% des patients sans incidence clinique, mais dont on peut se douter qu'à terme, il va y en avoir une. Donc, on se posait la question de stylédectomie systématique ou pas sur ces arthrodèses pour éviter finalement le conflit ultérieur stylo-scaphoïdien. Alors, dans le service, on a eu un interne, Amaury Richard, qui a fait une étude sur les arthrodèses scapho-capitales. Donc, dans sa série, il avait à peu près 35 patients, d'âge moyen de 36 ans, et puis il est allé regarder un petit peu les résultats de ces arthrodèses scapho-capitales. Donc, de la même façon, c'était une chirurgie par voie postérieure avec une résection du nerf intervenu postérieur. Donc, dans sa série, systématiquement, il a fait la lunarectomie. Systématiquement, il a été corrigé la flexion du scaphoïde, et ça, c'est vraiment hyper important de bien corriger la flexion du scaphoïde. Il y a eu des greffes osseuses pour la majorité des patients. Et puis, ils ont été immobilisés quand même pas mal de temps en post-opératoire, puisque entre 2 et 3 mois en moyenne. La majorité des ostéosynthèses s'est réalisée par broche. Donc, globalement, on avait à peu près 90% des patients qui étaient très satisfaits de la chirurgie, à plus de 10 ans quand même, donc c'est intéressant, avec une EVA post-op qui a bien diminué, qui n'était pas à 0, mais qui a bien diminué pour être à 2. Les patients, 67% ont pu reprendre leur travail identique. Alors, 67%, c'est par exemple 2 patients sur 3. Donc, il faut quand même prévenir du risque, des fois des difficultés de reprendre un travail manuel qui est particulièrement en force.
et une durée d'arrêt de travail moyenne qui était quand même assez importante, d'environ 7 mois. Donc, on avait globalement, pour ces arthrodèses, une légère augmentation des mobilités en flexion-extension, mais qui n'était pas significative. Ce qui était significatif, c'était la force qui avait augmenté en post-opératoire. En termes de consolidation, plutôt des bons résultats de consolidation, puisque ça, c'est vraiment la complication classique des arthrodèses. 95% finalement ont fusionné et assez peu d'arthrose évolutive sur le long terme, 2 arthroses stylo-scaphoïdiennes à 17 ans et 22 ans de recul. Donc, on avait conclu que cette arthrodèse scapho-capitale était une technique efficace, simple, qui permettait, si ce n'est l'indolence totale, une forte diminution des mobilités, avec des mobilités qui étaient globalement conservées, un gain de force progressif. Il fallait faire attention techniquement à la correction de la flexion du scaphoïde, mais qu'il n'y avait pas besoin de réaliser une styloïdectomie systématique associée pendant la chirurgie. Une autre arthrodèse qui est possible, c'est l'arthrodèse triquétro-lunaire. Donc, cette fois, c'est une arthrodèse qui va concerner uniquement la première rangée des os du carpe. Donc, elle peut s'entendre pour des maladies de Kienbock à des stades nécrotiques non fracturaires, où cette arthrodèse, en fait, elle va permettre la revascularisation du semi-lunaire via le triquétrum en essayant de faire fusionner l'un à l'autre. Elle peut se réaliser à ciel ouvert ou sous arthro, plutôt par vis enfouie, d'interne en externe. Donc voilà, elle va se réaliser avant, l'indication sera vraiment avant le collapsus du lunatum. Il faut vraiment éviter qu'il y ait des fractures, des choses comme ça pour réaliser cette arthrodèse. Donc c'est un traitement curatif finalement de la nécrose du semi-lunaire parce que le but c'est la revascularisation. Donc, en conclusion sur les arthrodèses partielles, vous avez vu, il y a beaucoup d'arthrodèses partielles. Elles ont des indications qui sont multiples, donc dégénératives, post-traumatiques ou arthritiques dans le cadre de rhumatisme. L'objectif, c'est l'indolence au maximum et puis le poignet fonctionnel avec quand même une grosse perte, une perte quand même des mobilités pour n'avoir un objectif que de fonction. Ensuite, du coup, nous avons les arthrodèses totales qui ont vocation finalement à bloquer de manière définitive le poignet, donc à la fois la radiocarpienne et la médiocarpienne. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'indolence au prix des mobilités cette fois. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il n'en reste aucune mobilité. C'est de mettre le poignet en position de fonction, fixé plutôt, comme vous le voyez sur l'image en bas à gauche, la spasticité en flexion, qui ne permet aucune fonction. Donc, dans les arthrodèses totales, avant de proposer une arthrodèse totale, si c'est possible, on peut essayer de simuler l'arthrodèse avec le port d'attelle, c'est-à-dire qu'on demande au patient de porter une attelle en permanence, en position de fonction, et puis de voir justement s'il le tolère bien, s'il est soulagé, s'il pense qu'en termes de fonction, ça va l'aider. La position fonctionnelle, c'est une extension entre 20 et 30 degrés en légère inclinaison lunaire. Alors, ça peut se réaliser par plaque. Là, vous voyez donc une plaque postérieure, radiocarpienne. Ça, c'est plutôt dans le cadre traumatique. Ça peut aussi être dans le cadre des spastiques. Alors, il faut faire attention juste à l'étape cutanée postérieure parce que, on l'a vu, les plaques en arrière sont quand même très encombrantes. Ça peut se faire par clou de rush, là vous le voyez à droite, qui sont plutôt dans les cadres des rhumatismes, de l'arthrite, qui sont moins encombrants. Et c'est vrai que du coup, on va être un petit peu plus rassuré sur l'état cutané. Alors en plus, les patients arthritiques ont une tendance à fusionner assez rapidement. Donc même si ce matériel n'est pas à compression, mais très souvent la fusion est obtenue, ne serait-ce que par l'inflammation locale qui est importante. Alors, personnellement, dans les arthrodèses totales, moi, j'aime bien réaliser la résection de la première rangée des os du carpe avant de tout faire fusionner. J'avais beaucoup aimé
un article qui avait été réalisé par Tianfan, une amie et collègue qui l'avait fait à Montpellier, en fait, cette étude sur la résection de première rangée du carpe, juste avant donc, de réaliser l'arthrodèse. Je trouve que ça simplifie le geste technique, ça simplifie le geste de chirurgie, ça apporte de la greffe osseuse en même temps, et puis ça permet de faire fusionner qu'un seul interligne et pas plusieurs. Voilà. En termes de résultats cliniques sur le long terme, ils avaient comparé, c'est les mêmes résultats que sans résection. C'est juste que sur le plan technique, sur le plan chirurgical, je trouve que ça simplifie quand même les choses. Donc, du coup, l'arthrodèse totale, l'objectif, c'est l'indolence complète. Alors, dans ces études, on voit qu'elle n'est pas parfaite, avec une force de serrage qui est à 40% par rapport au côté opposé. Mais des patients qui sont quand même globalement satisfaits de cette arthrodèse, puisque en général, quand le poignet reste assez mobile alors que l'arthrose a tout envahi, ce sont des patients qui sont en général très douloureux. Là, je vous présente le cas du coup d'un jeune homme qui a été pris en charge par le docteur Baron la semaine dernière. Du coup, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui présentait une spasticité importante dans les suites d'un AVP avec une hémiplégie séquelaire. Et on voit donc sur l'image de gauche qu'il est fléchi complètement sur son poignet, alors avec cliniquement l'impossibilité de réduire, puisqu'il y a une spasticité qui est très importante. Et donc, le docteur Baron a réalisé la résection de première rangée des os du carpe et puis une arthrodèse en légère extension du poignet. Alors, pas forcément pour avoir une fonction avec les doigts parce qu'il était trop spastique, mais ne serait-ce que pour avoir des soins de nursing, c'est important. Et puis, avoir la possibilité quand même de se servir un minimum de son poignet. Donc, en conclusion, sur les arthrodèses totales, c'est vrai que c'est une solution un peu finale, mais c'est une vraie solution qui va quand même apporter beaucoup aux patients. L'objectif, c'est l'indolence, sachant qu'effectivement, là, c'est zéro mobilité qui vont rester. Et la fonction, bien sûr, notamment pour les gestes de nursing, notamment pour les patients neurologiques. Merci de votre attention. Bien, merci pour cette belle conférence. On va profiter du fait que Pierre Mansat est toujours là, peut-être pour qu'il puisse poser les questions qu'il souhaite avant de partir. Tu es là, Pierre? Oui, je suis là. Oui. Oui, donc merci pour cette présentation. En effet, tu as fait tu as permis de décrire l'ensemble des possibilités qu'on a dans nos techniques chirurgicales, ainsi que les résultats des travaux de service. Souvent, il est reproché aux résections de première rangée de faire perdre de la force aux dépens de la mobilité. Et à l'arthrodèse, au contraire, de faire perdre la mobilité avec un gain de force. Est-ce que ce gain de force, tu as pu le mettre en évidence, ou en tout cas, est-ce qu'il est mis en évidence dans les rapports? Et est-ce on récupère plus de force avec une arthrodèse totale ou avec une arthrodèse partielle? Alors, dans les études là qu'on a faites et puis d'autres études que j'ai pu voir, l'arthrodèse totale amène quand même plus de force que les arthrodèses partielles, parce qu'en fait, les arthrodèses partielles, ça va toucher des gens un peu plus jeunes qui vont vouloir reprendre une activité en force très importante. Et du coup, quand ils soulèvent trop de charges trop vite, eh bien, ça fait mal. Donc, ils ont une baisse de force quand même au quotidien plus importante que l'arthrodèse totale, en tout cas. Il n'y a que Amaury, dans son étude sur les arthrodèses scapho-capitales, qui a trouvé un gain de force. Donc, toutes les arthrodèses médiocarpiennes avaient tendance à faire baisser par rapport au préopératoire, mais de manière finalement assez relative, parce que comme il n'y avait pas de douleur, les patients ne le ressentaient pas vraiment dans les scores fonctionnels. En tout cas. Donc, chez un travailleur de force qui a une arthrose du poignet, s'il veut vraiment garder de la force, il faut presque mieux lui proposer une arthrodèse complète qu'une partielle. Voilà. Après, c'est vrai qu'en général, ils veulent tous garder des mobilités de fonction quand même. Alors, si je peux intervenir là, Pierre. Absolument. Il y a un travail de l'école de Nancy qui avait été fait par Dautel et son orchestre, où ils avaient expliqué que l'arthrodèse totale du poignet n'était pas la panacée universelle chez les travailleurs de force, contrairement à ce que les gens disaient à l'époque. Enfin, on a dit ça pendant très longtemps. Bon, ça fait déjà 15 ans que c'est publié ça. Ils avaient revu 32 patients, si je me souviens bien, et ils avaient des résultats, c'est pas magnifique. Donc, si on peut
conserver des interlignes et qu'on peut espérer un peu plus de mobilité, travailleurs de force, ils ont aussi besoin d'un peu de mobilité. Donc, ça peut se discuter, ça. Très souvent, moi, je leur conseille quand même de considérer la possibilité qu'ils ne puissent pas reprendre exactement leur métier tel qu'il était avant, surtout quand ils sont maçons ou charpentiers, ou c'est des métiers vraiment particulièrement physiques. Moi, j'ai une question, bien que je ne sois pas spécialiste. C'est important à leur dire, ça, oui. Pardon. Donc, j'ai une question. Moi, j'avais appris que le carpe était à géométrie variable et que cette géométrie variable, Gluckman, je crois, ça permettait d'une meilleure fonction des tendons fléchisseurs. Est-ce que quand on rigidifie le carpe ou qu'on le raccourcit, quand tu enlèves la première rangée du carpe, ça ne modifie pas la force des fléchisseurs? Si, ça modifie la force. Parce qu'on a raccourci le carpe? Oui, oui, oui. Alors, pourquoi enlever la première rangée puisque ça raccourcit? Alors là, du coup, on fait la résection de première rangée avant de faire l'arthrodèse totale. Hein. Oui, mais on diminue la longueur, donc. On diminue la longueur, donc on va diminuer la force. Les tendons fléchisseurs sont détendus. Oui, enfin, ils sont un peu plus détendus, mais ils ont le poignet qui est bloqué de toute façon. Donc. Oui. Bon, c'était juste ma question. Après, je n'ai pas compris pourquoi, quand tu fais une arthrodèse radio-scapho-lunaire, il faut enlever la partie distale du scaphoïde. Qu'est-ce que ça apporte? Tu l'as dit comme c'était évident. Mais alors, c'est des études qui ont été faites par Garcia Elias. Ça permettrait d'éviter les surcontraintes sur la partie radio-scaphoïdienne, d'améliorer les mobilités également, et même d'améliorer finalement les pseudarthroses, l'absence de pseudarthrose. C'est la partie distale du scaphoïde, c'est ça? Oui. C'est contesté, ça, un peu. Mais oui, ben oui. Si je peux, tu m'autorises, Stéphanie, à revenir sur la question de Philippe. Pour les spastiques. Pour les spastiques, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on fait une résection de la première rangée et que M. Mansat-Père avait même décrit une technique où il réséquait également la moitié de l'amatome et la moitié du scaphoïde la moitié de l'amatome de façon à encastrer le capitatum dans une loge creusée dans le radius, ce qui augmentait la qualité de la fusion. Alors bien évidemment, quand il y a une spasticité avec une flexion comme ça, tu résèques la première rangée, ce qui te permet de redresser le carpe et de libérer les doigts pour obtenir un peu de mobilité. L'idéal étant de mettre le poignet en légère extension, puisque on a une meilleure force de flexion des doigts quand on a le poignet en extension. Donc c'est un problème d'équilibre. Chez les spastiques, c'est vachement particulier, ça. Hein. C'est très particulier. Oui, il proposait cette technique, en effet, pour les spastiques uniquement. Uniquement, oui. Pour pouvoir réduire la position vicieuse en raccourcissant le carpe. Oui. Vous avez d'autres questions? C'est tout simple, il suffit d'ouvrir votre micro et vous poser votre question. Monsieur Bonnel, qui est un de nos plus fidèles. Avant qu'il pose des questions, j'avais des petites remarques à faire légères. Hein. Quand tu compares les radios lunaires et les radios scapho-lunaires, il y a plus de pseudarthrose dans les radios scapho-lunaires. Oui. Et le PRWE, le test qui est plus spécifique du poignet, est meilleur dans les radios lunaires. Parce que le quick dash, c'est quelque chose qui est global et qui va engager pas uniquement la main ou le poignet. Il y avait des meilleurs résultats dans les... Alors, ce n'était pas significatif, mais il y avait des meilleurs résultats dans les patients avec les arthrodèses radio-lunaires, effectivement. Et d'ailleurs, la conclusion de Marine, c'était de ne pas réaliser des arthrodèses radio-scapho-lunaires. Je suis tout à fait d'accord, oui. Et puis, un petit détail à con... on dit, tout le monde dit capitate, c'est la mode. Michel Chamas en premier. Le premier, c'est que c'est le capitatum et capitate, c'est capitate, c'est anglais comme terme. Voilà, c'est un détail. Hein, mais, je ne savais pas que c'était anglais. Et oui, ce que je voulais dire, c'est, pour terminer là, l'arthrodèse des quatre coins, ça se fait beaucoup dans le privé. Tu dis que c'est la norme en France parce qu'il y a un conflit, il y a un lien d'intérêt
Parce Oui, que bien c'est sûr. un matériel qui est plus cher. Il y a quand même 8 vis. Hein, ça n'apporte rien du tout. Moi, j'ai eu la chance, quand Jae-Young Ryu, qui avait coécrit avec Watson la technique d'arthrodèse capitolunaire dans les Slack, et quand il est venu à Toulouse, il m'a expliqué que Watson faisait des quatre coins avec des broches parce qu'il avait peur que ça augmente le nombre de pseudarthrodèses. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas plus de pseudarthrodèse et que lui, il faisait plus que des capitolunaires simples. Voilà, donc l'arthrodèse des quatre coins, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. Hein. C'est très encombrant, il y a plein de conflits, même des ruptures d'extenseurs, et voilà, ça fait joli sur la radio. Et si tu regardes les linocapitales qu'on a, si c'est bien fait, effectivement, mettre les vis en disto proximal, si on peut, c'est bien. Voilà. Ah oui. Mais du coup, les vis en disto proximal, c'est parce qu'un jour, vous m'avez dit que c'était possible. Oui, c'est possible. Elle n'est pas dans ce sens. C'est possible. Tu as raison de dire que ça permet d'éviter que quand on met deux, oui, ça peut faire. Il faut mettre des 2 mm, il faut mettre des petites. Hein. Oui. Ça, on abîme un peu le cartilage, mais oui. Il y a une technique pour et puis, des fois, le semi-lunaire n'est pas toujours facile à bien réduire. Hein. Le dizzy n'est pas toujours facile à bien réduire. Et c'est vrai qu'on est vraiment coincé dans la corne postérieure du semi-lunaire. Et dans l'autre sens, on peut être mieux. Alors, quand il y a une arthrose médiocarpienne un peu enraidie, Kopilov avait démontré qu'il ne fallait pas forcer la réduction. Tant pis s'il y a un dizzy persistant, parce que si on force la réduction en faisant une arthrolyse large, à moins de faire une arthrolyse large, mais c'est dangereux, à ce moment-là, on peut avoir des contraintes, on a des problèmes. Mais voilà, faut essayer d'améliorer. Il y a toujours possibilité, mais voilà. Est-ce qu'il y a des indications de greffe osseuse d'emblée ou dans les reprises quand ça ne marche pas? Alors, moi, personnellement, il n'y a pas d'arthrodèse sans greffe osseuse parce qu'il y a quand même la complication numéro 1, c'est la pseudarthrodèse, surtout quand on est sur le scaphoïde, donc soit scaphocapital, soit radioscaphoïdienne. Mais clairement, clairement, moi, si je peux, je greffe. Tu la prends où, la greffe? Alors, du coup, le scaphoïde, quand je résèque le scaphoïde, je la prends du scaphoïde. C'est pour ça que tu l'enlèves? Voilà, exactement. Quand je résèque le semi-lunaire, s'il n'est pas trop nécrotique, qu'il reste du spongieux éventuellement là. Sinon, je la prends à la face postérieure du radius. D'accord. Ah oui, la luniotriquétrale, je ne sais pas si tu l'as dit, il est impératif d'interposer un greffon corticospongieux. Oui. Parce que quand tu vas enlever le cartilage restant dans l'arthrose, tu vas rapprocher. Il ne faut pas oublier que le reste va bien. Hein. Il n'y a pas d'arthrose ailleurs. Que tu vas rapprocher le lunatome avec le trigétrum, tu vas tirer la première rangée et tu tires sur le système ligamentaire. Il faut garder le même espace et ne pas modifier le fameux carpe à géométrie variable dont tu parles. À l'époque où il y avait des polyarthries très évoluées, mais c'est vrai qu'on en voit moins, enfin pour le membre inférieur, on n'en voit pratiquement plus. Et, il m'était arrivé d'utiliser des greffes corticospongieuses d'un Lignac dont la forme permet de se servir comme d'une plaque et ça permettrait de faire une arthrodèse avec un greffon corticospongieux sans plaque. Ça existe toujours cette technique ou... Oui, mais moi c'est ce que je fais. J'ai souvent fait ça, même récemment encore. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien de ça quand même. Là, tu prends la concavité oui, c'est ça. La concavité est mise en regard en arrière de façon à maintenir une extension et on met deux vis pour faire des tranchées en continu. Exactement. Radius, les différents os du carpe. Oui, c'est une bonne technique. Comme par hasard, ça a le bon angle. Voilà. Bon, c'est vrai que les plaques qui sont faites maintenant, sont mieux qu'avant. Ont une courbure spéciale. Il y a des plaques spéciales. Enfin, Medartis fait ça. On n'avait pas plaques qu'on n'avait pas à l'époque, c'était des plaques. Il n'y avait pas ces plaques-là. Oui, voilà, c'était moins bien. Dites-moi les autres, vous n'avez pas d'autres questions là, puisqu'on discute à trois, dont un qui n'est pas spécialiste. Allez, lancez-vous. Ouvrez votre micro, posez des questions. Moi, j'avais une question, mais Stéphanie et M. Rongière y ont déjà un petit peu répondu sur les arthrodèses médiocarpiennes capitolunaires.
Jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour finalement essayer de réduire ce dizzy? Est-ce que de fait de réduire le dizzy a une importance sur le devenir de la radio lunaire? Parce que finalement, j'ai l'impression que sans faire de gestes d'arthrolyse majeure, en faisant une triquétrectomie, une scaphoïdectomie, en tout cas, je ne me suis jamais trouvée dans une situation où je n'arrivais pas du tout à réduire mon dizzy. Donc, est-ce que déjà le fait de faire scaphoïdectomie et triquétrectomie, ça fait une arthrolyse, un geste d'arthrolyse trop importante? Et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à se battre pour réaxer le lunatome? Alors, moi, dans ma thèse, en tout cas, j'avais trouvé aucune différence entre les patients dans les séries, la mienne, qui avaient une réduction du dizzy et les autres qui n'en avaient pas. Cliniquement, il n'y avait aucune différence à long terme, hein, il y avait zéro différence. Pour moi, le seul intérêt de réduire à minima le dizzy, c'est sur le plan de l'ostéosynthèse, c'est-à-dire qu'il faut bien le réduire un peu si on veut que la vis, si on la met proximo-distale, elle soit suffisamment dans le corps du semi-lunaire pour avoir une tenue suffisante et permettre la consolidation. Sinon, elle va être très postérieure, donc dans la corne postérieure du semi-lunaire, au risque de créer des fractures et au risque de ne pas avoir une tenue suffisante qui va permettre la consolidation. Pour moi, c'est le seul intérêt vraiment de la réduction du semi-lunaire. Ok, merci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Rangère, avec ça. Oui, oui, je suis d'accord, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, l'artifice de la raison, Florence, l'artifice de la triquétrectomie peut être intéressante. Oui, ça a été proposé, oui, pourquoi pas. D'autres questions? Oui, j'avais une question, merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a systématiquement associé un geste de dénervation aussi ou pas quand tu fais les arthrodèses partielles ou totales? Alors du coup, si effectivement la voie d'abord est à ciel ouvert par voie postérieure, systématiquement, il y a la résection du nerf interosseux postérieur qui fait vraiment partie de la voie d'abord. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas de geste de dénervation totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de geste antérieur. Ok, merci. D'autres questions? Et là, depuis peu, j'en ai fait sous arthro. Donc, du coup, sous arthro, pour les capitaux lunaires, il n'y a pas de dénervation associée, puisqu'il n'y a pas d'abord postérieur. On va voir. Oui, quelles sont les arthrodèses que tu peux faire sous arthroscopie et celles qui ne sont pas possibles? Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont possibles. Hein. Je pense que les arthrodèses, par exemple, radioscapho-lunaires sont possibles parce qu'on voit très bien l'interligne radiocarpienne sous arthro. Moi, personnellement, j'ai réalisé les arthrodèses capitolunaires qui, franchement, sous arthro, n'étaient pas si complexes parce qu'on voit très bien la médiocarpienne. La scaphoïdectomie a été réalisée par voie palmaire, du coup, pour éviter un abord postérieur, bien sûr. La triquétrolunaire est possible sous arthro, effectivement. Alors, il faut intercaler un greffon. Donc, ça, c'est le point un peu négatif, mais il suffit de faire un micro-abord pour intercaler le greffon, puis finir de mettre la vis. Voilà. Après, j'ai jamais fait d'arthrodèse 3 coins sous arthro, mais je pense que ça doit être possible aussi. Si tu le fais, c'est que ça apporte quelque chose. Qu'apporte l'arthroscopie? Ça apporte l'absence d'arthrotomie postérieure et donc la baisse des mobilités qu'on considère, je vous l'ai dit tout au long du topo, qui est quand même considérable, la baisse des mobilités, elle n'est pas que liée à l'arthrodèse, hein, elle est liée aussi à une arthrotomie qui est quand même un geste agressif par voie postérieure et qui va créer clairement des pertes de mobilité importantes, d'autant qu'on immobilise longtemps nos patients en suivant. Donc effectivement, le fait de ne pas faire d'arthrotomie pourrait avoir, alors je dis pourrait parce que pour l'instant l'arthro dans les arthrodèses c'est quelque chose de un peu nouveau, donc on n'a pas de série à long recul, mais en tout cas on se dit que quand même le fait d'éviter l'arthrotomie ne peut qu'améliorer les mobilités post-op. D'accord. Encore des questions? C'est intéressant de voir les résultats à distance. Oui. Parce que, à voir, s'il faut, ça sera pareil. Parce que ça me fait marrer, mais d'un autre côté, il faut reconnaître quand même que la scaphoïdectomie, quand on fait un capitolunaire, enfin quand on fait un SLAC ou un SNAC, c'est plus facile par voie palmaire que par voie postérieure. Oui. C'est très compliqué. Il faut casser l'épaule proximale, il faut aborder, parce que le scaphoïde est extrêmement stabilisé par les ligaments palmaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient d'ailleurs des capitolunaires avec scaphoïdectomie à ciel ouvert en dorsale et avec un petit abord palmaire. Donc, si tu arrives, plus facile, je comprends qu'on puisse se faire, tu aimes bien la difficulté, sous orthoscopie, une capitolunaire, ça c'est peut-être bien. Tu es obligé de faire une petite voie d'abord antérieure, mais c'est logique de la faire comme ça.
De toute façon, même si tu démontres que l'arthroscopie est pareille que les voies d'abord normales, c'est l'arthroscopie qui l'emportera. On a eu la même chose au genou, où beaucoup d'études ont montré qu'en fait, qu'on fasse sous arthroscopie ou par un mini-abord, c'est pareil, mais l'arthroscopie a gagné. Pareil pour le conflit fémoro-acétabulaire. Oui. Donc l'arthroscopie gagnera par son élégance, Oui, peut-être voilà, pas et puis son efficacité. Voilà. bien sûr. Et puis au fait, ça spécialise. Celui qui arrive à le faire est un spécialiste. Et Non, mais il y a aussi un on a autre une société argument. de spécialistes. Il y a un autre argument, Philippe, qui est important et qui, dans certains pays, peut être important, c'est que la cicatrice dorsale disparaît dans une arthroscopie et que la face dorsale de la main et du poignet, c'est la face sociale cosmétique. Oui. C'est un argument qu'il ne faut pas négliger. Puis on commence à voir apparaître des patients qui veulent au maximum que ça se fasse sous arthrose. Les arthrodèses, les fractures du scaphoïde, les pseudarthroses. Oui, après, d'autre part, ce n'est pas le malade qui se dit l'indication. Parce que là... Non, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, c'est bien d'avoir la possibilité, si c'est possible, de le lui proposer. Tu es une spécialiste et ton rôle, c'est de faire des études sur ces techniques et de montrer si c'est bien ou pas bien. C'est ton rôle et très, très bien. Il y a d'autres questions? Vous êtes bien timide, dites-moi. Ophélie, tu n'as pas une question? Il n'y a qu'une Ophélie dans toute la liste. Non. Ou alors tu t'es inscrite et puis tu es parti, tu allais te promener. Bon, aucun des autres n'ont de questions, on s'arrête là? Bien, merci Stéphanie, c'était vraiment bien. Mais comme d'habitude, on va le mettre en ligne et puis ça pourra être revu quand on veut. Et je vous conseille de le faire parce que ça va un peu vite et ça permet de le voir à tête reposée. Allez, Merci. bonsoir à tout le monde, au revoir. Allez, au revoir Bonsoir à à tous.